m'appelle Ben Picard et je vous accompagne dans ce podcast, dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors cet épisode numéro 2 du podcast Je cours mon premier marathon sort le lundi 9 mars et nous entamons la deuxième semaine de préparation pour le marathon du Brabant Wallon. Alors le marathon du BOE c'est donc dans 15 semaines, ça peut sembler loin, mais on y sera beaucoup plus tôt que ce que l'on peut penser. La vraie préparation, ou plutôt la préparation traditionnelle d'un marathon, on l'a déjà dit, c'est très souvent en 12 semaines, 3 blocs. Un bloc de construction, un bloc où on travaille l'endurance et le tempo, et un bloc d'affûtage. Mais nous, on a ajouté un premier bloc, un bloc que j'ai appelé mise en route de 4 semaines, dont nous attaquons actuellement la seconde semaine. Alors l'objectif de ce premier bloc de mise en route, c'est d'installer des habitudes, de prendre du plaisir finalement, de se préparer, de se mettre en route effectivement pour la préparation intense. Alors le plan de cette semaine est très similaire au plan de la semaine passée, les 4 semaines vont se ressembler, la semaine 4 sera plus calme, chaque quatrième semaine d'un bloc est aussi une espèce de semaine de repos. On aura donc trois sorties cette semaine, comme d'habitude, une sortie en endurance fondamentale, une sortie de fractio et une sortie longue. Alors, l'heure de sortie en endurance fondamentale, j'ai eu quelques questions. Je rappelle que l'objectif, c'est de tourner en zone verte avec votre cardio. Donc, la zone verte, elle dépend de chacun, mais en gros, c'est la zone où on est très à l'aise pour pouvoir parler. En simplifié, on va dire en dessous de 145 pulses. Alors pour certains c'est 140, pour certains c'est 150, mais en tout cas c'est pas 160, ça c'est clair. Donc ça doit rester bas. La fréquence cardiaque doit rester bas. C'est difficile de courir en fréquence basse lorsqu'on n'a pas l'habitude. Il ne faut pas hésiter à éventuellement marcher, alterner, etc. Quelque chose d'également assez intéressant, d'assez utile, c'est d'avoir un rituel de démarrage d'une séance d'entraînement. Ça peut être quelque chose que je peux vous encourager à tester cette semaine, puis peut-être à intégrer dans vos habitudes. Une idée, par exemple, c'est de commencer par échauffer son corps. C'est-à-dire, voilà, j'arrive au lieu de mon entraînement, ça peut être vous sortez de chez vous, vous allez dans un parc et vous arrivez dans le parc, peu importe, vous allez sur une piste d'athlétisme, vous arrivez sur la piste d'athlétisme, eh bien, par exemple, se dit, ben moi je vais, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, j'ai commencé par faire quelques exercices simples. Je vais par exemple aller du haut du corps vers le bas du corps, d'autres font l'inverse, ils vont du bas jusqu'au-dessus, et je fais quelques rotations. Je tourne ma tête à gauche, je tourne ma tête à droite, par exemple 5 fois à gauche, 5 fois à droite. Je fais la même chose avec mes bras, je tourne le tronc, je tourne les hanches, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, juste pour se mettre en route quelques minutes des rotations du corps. Alors dans la mise en route, on ne fait pas d'étirement. Isabelle Verdict, qui nous a fait un épisode sur les blessures du coureur, a d'ailleurs nuancé l'importance des étirements. Voilà, elle dit c'est bien, mais c'est pas nécessairement indispensable. Néanmoins, si on fait des étirements, on va plutôt les faire après, quand même, que avant. On n'étire pas a priori avant entraînement. Mais avant de s'entraîner, faire quelques rotations pour se mettre en route, c'est souvent une bonne pratique. Un deuxième élément de bonne pratique dans le rituel, après avoir fait peut-être des rotations du haut du corps vers le bas du corps, c'est de commencer l'entraînement en marchant. On va démarrer avec 5 minutes qui ne comptent pas, mais on commence par démarrer en marchant 5 minutes. Voilà. Ce petit rituel, ça vous met en route. C'est pratique d'un point de vue corporel, ça met en route. C'est peut-être aussi très intéressant d'un point de vue mental. On va en parler plus loin dans le podcast. La course à pied, c'est aussi un état mental dans lequel on va s'installer. Moi, je parle souvent de méditation en mouvement. Avoir un protocole, avoir une façon de passer de la vie ordinaire à la vie de la course, c'est quelque chose d'intéressant à installer. Donc ce petit protocole de je bouge mon corps, je marche 5 minutes et puis j'y vais, peut être une espèce de sas, de moment de passage de la vie ordinaire à la vie méditative du coureur. Voilà. Donc moi, je vous invite à imaginer un petit protocole. Je vous en propose un. Petite rotation de différents morceaux du corps, du haut vers le bas. Marchez 5 minutes et puis on attaque
on attaque l'entraînement. Donc, 1 heure en endurance fondamentale, on court tranquille. Alors, il y a plein de façons évidemment de courir, et dans cette mise en route, je vous invite aussi à réfléchir à cela. Par exemple, est-ce que vous courez seul ou avec d'autres gens? C'est intéressant de courir avec d'autres gens parce que vous avez une espèce de clause de rendez-vous. Donc, on a moins tendance, effectivement, à ne pas y aller, ou à reporter, ou à se trouver des excuses. On a rendez-vous pour y aller, donc ça, c'est très bien. Le danger de courir avec d'autres gens, c'est que il faut trouver des gens qui acceptent de courir à un même niveau ou tous ensemble. Alors, normalement, pour de l'endurance fondamentale, tout le monde essaye de courir bas, donc c'est possible de courir avec des gens de différents niveaux. Si on court avec des gens vraiment beaucoup trop forts, là, effectivement, ils vont aller plus vite tout en étant dans leur endurance fondamentale, mais des coureurs, disons, on peut imaginer qu'une distribution normale de coureurs, on est 3-4 niveaux de groupe, et on peut être avec des gens, disons, de son niveau si on court. En tout cas, il ne faut pas se laisser embarquer à courir à 155 pulses en croyant faire de l'EF pour être avec des potes plus rapides en disant je suis devenu un coureur. Ça, c'est la voie vers la blessure, et c'est clairement pas la voie du premier marathon. C'est pas comme ça qu'on prépare un marathon. Question que j'ai reçue également, est-ce que c'est bien ou pas de courir en écoutant de la musique ou de courir en écoutant des podcasts, hein? Vous pourriez écouter ce podcast lors de la course. Pourquoi pas? Moi, je suis pas méga fan, mais ça m'arrive. Euh, Très rarement, mais ça m'arrive de le faire. Dans ce cas-là, je vous invite également à profiter de toutes ces sorties, toute cette mise en route, pour regarder quel type d'écouteurs vous utilisez. Des écouteurs qui vous bouchent les oreilles, si vous êtes en rue, ça vous bloque également du trafic. Donc il existe deux solutions. Ou vous courez dans un endroit où il n'y a pas de danger, vous êtes sur une piste, vous êtes dans un parc, vous êtes dans des bois. Bon, là, probablement, vous ne croiserez pas effectivement de voitures ou de trafic, donc vous pourriez avoir des écouteurs dans les oreilles. On vend également aujourd'hui des écouteurs, je crois qu'il y a une marque qui s'appelle Shox ou Aftershock, je ne sais plus de mémoire, mais qui sont des écouteurs en fait qui ne sont pas dans vos oreilles, mais sur les os des oreilles, et on entend tout en étant encore à l'écoute. Alors, deuxième sortie, donc une sortie d'1 heure cool, on en profite, disons, pour être bien à son aise, une sortie où l'on pousse le cardio, la fameuse sortie fractionnée. Alors, j'ai eu du feedback, hein, la semaine dernière, je vous avais invité à faire 6 fois 500 mètres plus rapide, suivi de 500 mètres plus lent, donc ce qui fait quand même presque 6 km, hein, donc c'est une belle longue sortie, mais tranquille. Mais j'ai eu du feedback. Isaac, j'ai croisé au Cross de Bouzal, me disait attention, 500 mètres, t'es fou, c'est pour tuer le goût du fraction. Alors bon, c'est pas con. Pour moi, l'idée fondamentale, c'est de progressivement introduire l'idée de séances où on va alterner des rythmes cardiaques différents, on va être observateur aussi de la descente de fréquence cardiaque après l'effort. À ce stade, donc au stade actuel de mise en route, ce qu'il faut, c'est trouver une séance qui vous convienne, qui dépend évidemment un petit peu du type d'environnement. Si vous êtes sur une piste d'athlétisme, vous pouvez faire des trucs basés sur des distances. Si vous êtes dans un parc, peut-être vous faites des allers-retours, donc avoir alors forcément des retours de la même distance ou de la même longueur que les allées. On affinera évidemment les fractions dans les blocs suivants, hein. On aura un bloc de construction, d'endurance, d'affûtage. On fera monter beaucoup plus cardio dans la construction. On va progressivement faire des séances plus longues de fractions pour amener vers le tempo marathon au fur et à mesure qu'on s'approchera du marathon. À ce stade-ci, pour l'instant, le plus important, c'est d'avoir une séance dans laquelle on pousse le cardio et on laisse descendre. On va faire des montées et des descentes de cardio, pas comme des malades dans le rouge, hein. Dans un premier temps, ça on fera du rouge dans le bloc 2, mais déjà poussé dans l'orange. Alors, il y a plein de formules, hein. On peut faire du 1 minute, du 30-30, du 2 minutes, 1 minute. Si vous êtes sur piste, il y a des pyramides, c'est amusant. On peut dire on va faire 100 mètres plus rapide, 100 mètres plus lent, 200 mètres plus rapide, 100 mètres plus lent, 300 mètres plus rapide, 100 mètres de plus lent, enfin récupération. On peut par exemple faire un 100, 200, 300, 400, 500, puis on redescend 400, 300, 200, 100 si on est sur piste, hein. Et en gros, on va travailler, mais en gros, dans toutes les séances, on va travailler entre 20 et 40 minutes son cardio dans une séance qui n'est pas si longue que ça, qui va faire entre 50 minutes et 60 minutes avec la mise en route
et le retour au calme. Alors, séance de cette semaine, moi je vous propose de faire 8 fois. Alors si vous faites 7, c'est pas grave. Ça sert à rien d'en faire 10, 12 non plus. Il ne faut pas s'épuiser. L'important, c'est de travailler, mais on doit bien sûr pouvoir récupérer de ces séances qui sont quand même un peu plus fatigantes qu'une séance normale. Donc moi, je vous propose 8 fois. En fait, 6 ou 7, c'est bien. 3, c'est trop peu. Donc 6 à 8 fois, 2 minutes plus rapides, suivi d'une minute de récupération active. Alors 8 fois 2 plus 1, c'est 24 minutes en tout. Alors si vous avez une montre de type Garmin ou de type Polar ou une montre programmable, moi je vous invite à créer cet entraînement. Donc vous mettez un petit rituel de mise en route, plus 15 minutes, donc rituel de mise en route, ça ne compte pas, mettez pas dans la montre, vous mettez 15 minutes dans la montre qui correspondra à un échauffement lent de 15 minutes, après rituel, puis 8 fois 2 plus 1, donc les 24 minutes, disons, de travail actif, et puis encore 10 minutes dans la montre. Ça vous fait le rituel de mise en route, 49 minutes d'entraînement, et peut-être un petit rituel de sortie. Après chaque entraînement, comme vous avez un rituel de mise en route qui consisterait, disons, à faire quelques rotations du corps et puis marcher 5 minutes, vous pourriez avoir un rituel de sortie qui consisterait par exemple à marcher 2 minutes. Ah, j'ai fini l'entraînement, je marche 2 minutes. Ici, il y avait 10 minutes de vrai entraînement, mais vous pouvez en plus sortir systématiquement, dire voilà, je reviens dans la vie normale, je marche 2 minutes et je fais 4 étirements très doux. Alors, qu'est-ce qu'on va étirer? On va étirer les quadris, on va étirer les ischios, on va étirer les mollets, et puis pour peut-être en faire un supplémentaire qui vous convient, l'idée serait le psoas par exemple. Ça, ce serait un peu les 4 grands muscles que l'on étire lorsqu'on est en cours. On peut évidemment faire plein de renforts, plein d'étirements de toutes les sortes. Donc, rituel d'entrée, entraînement, rituel de sortie. La sortie longue, alors sortie longue, ça ne veut pas dire sortir 3-4 heures, ça veut dire progressivement arriver avoir une distance qui augmente de semaine en semaine. Alors on est parti d'un 15 km en semaine 1. Je vous proposer 16 cette semaine. Pour beaucoup, évidemment, 16 km, c'est 2 heures. Si vous courez à du 7 minutes 30, peut-être même en alternant course et marche, parce qu'il faut évidemment garder un cardio raisonnable. Le but, c'est de profiter de sa sortie. Si vous allez dans les bois, profitez des bois, il fait magnifique, il y a des jacinthes sont sortis, on commence déjà à voir le printemps, enfin c'est pas tout à fait normal. Donc on alterne course et marche, on profite de sa sortie, on rentre pas épuisé, et on n'hésite pas à marcher s'il y a une côte ou si vous voyez le cardio qui s'emballe. Bon, après, si vous savez y aller, vous restez dans votre cardio, vous faites des plus petits pas dans les côtes, vous continuez de papoter. Si ça marche, évidemment. Si ça court, il n'y a pas de problème. L'objectif de ces sorties, c'est d'habituer progressivement son corps à être dans un effort d'une certaine durée. Les sorties longues, donc l'idée c'est je sors, je prends du plaisir, je ne suis pas complètement. Je suis pas mort en revenant, en fait, j'y vais tranquille. Les sorties longues, certainement dans la mise en route, et progressivement après aussi, c'est aussi l'occasion de tester l'hydratation. Est-ce que vous partez avec une gourde? Est-ce que vous partez avec une gourde? Sinon, c'est avec une ceinture, avec une flasque éventuellement. De quelle quantité? 250 millilitres, 500 millilitres. Normalement, en course, on va boire 20 centilitres toutes les demi-heures. Donc, est-ce qu'on s'habitue déjà à embarquer, je sais pas moi, 600 millilitres et si on sort 2 heures, boire après une demi-heure, 1 heure et demie, puis on reboit quand on arrive à la bagnole ou à la maison? Idéalement, oui, bien sûr, mais il faut les porter, ce qu'on ne devra pas faire lors du marathon. Lors du marathon, on pourra profiter, on peut peut-être avoir une petite flasque de secours, mais normalement, lors du marathon, on ne va pas transporter beaucoup d'hydratation. On va peut-être prendre l'alimentation, mais pas nécessairement la flotte. La flotte, on devrait pouvoir la trouver sur le marathon. Mais dans l'entraînement, c'est pas le cas. Donc, il faut trouver une façon légère de transporter son hydratation. Alors il y a évidemment les fameux CamelBak et les sacs d'hydratation, très à la mode.
chacun sa technique, ses avantages. Une gourde, bah, c'est relativement, on reste un coureur relativement léger. Les flasques, c'est pas mal, mais il faut arriver à les coincer dans son short. Alors il y a aujourd'hui pas mal de shorts avec des poches, ça colle relativement bien. Le camelback, bah, c'est pas mal, mais quelque part, on est un peu enfermé dans le camelback aussi. Euh, voilà, chaque technique mérite d'être testée, utilisée, avec la question de que prendrez-vous le jour du marathon. Moi, j'évite de courir avec un camelback un jour de marathon, mais il y a des gens qui le font et qui trouvent ça très très bien. Euh, Ces sorties sont aussi l'occasion d'apprendre à s'alimenter. Dans un marathon, je l'ai déjà dit, moi je prends des gels et des cacahuètes ou des éléments. Je fais un mélange de sucré et de salé et je m'alimente aux 5, 10, 15, 20, 25. Après, j'estime que je n'ai plus besoin d'alimentation parce que bon, voilà, je peux tenir les 12 derniers kilomètres sans me réalimenter. J'ai toutefois éventuellement un gel coup de fouet ou go 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 en cas de souci. C'est évidemment lors des sorties longues que vous devez tester le type d'alimentation sucrée et salée, hein, certains prennent même des hydrolytes aussi, hein, qui vous conviennent dans les boissons, c'est le type d'alimentation que vous allez pouvoir digérer, encaisser durant l'effort. Donc, c'est lors des sorties longues qu'on essaye. Tous les gels ne conviennent pas à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas des gels. Il existe des gels plus liquides, hein, des hydrogels. Il existe tout ça de techniques. Il y a des gens qui préfèrent manger du pain d'épices, il y en a qui font leur propre barre, donc il faut trouver de quoi réalimenter en glucogène et idéalement en salé également, parce que l'hydratation, plus on va avancer dans l'été en fait, plus les challenges d'hydratation vont être importants, et donc le mélange sucré-salé va être clé, le salé permettant d'améliorer effectivement la logique d'hydratation. Dans un précédent podcast où je parle des facteurs de performance, le jour J, enfin le jour M1 marathon, l'hydratation et la capacité de rester bien disponible sera le facteur critique de succès. Donc ça, il faut vraiment apprendre à s'hydrater et toujours au meilleur de sa forme. C'est lors des sorties longues qu'on peut faire ça. Les sorties longues, c'est l'occasion de tester son équipement. Alors, l'entraînement, c'est pas le marathon, hein. Si vous allez dans les bois en entraînement, peut-être que vous mettez des chaussures de trail. Le jour du marathon, vous aurez des chaussures de route, évidemment, parce que les chaussures de trail vont trop encaisser. Donc, les vêtements vont aussi évoluer. Les températures sont anormalement élevées pour le moment. Mais a priori, plus on va avancer vers l'été, plus forcément vous courrez léger. Alors maintenant, peut-être encore courir avec assez chaud. C'est l'occasion de tester des accessoires. Est-ce que vous prenez un camelback? Est-ce que vous prenez une ceinture? Est-ce que vous prenez un short multipoche? Est-ce que vous transportez ou pas votre GSM? Comment est-ce que vous le transportez, hein, si tout à coup il se met à doucher, est-ce qu'il est à l'abri? Voilà. Moi j'ai tout testé à un moment donné, je mettais mon GSM dans des sachets plastiques de type congélation, et puis je le mettais dans une petite ceinture de trail. Bon, voilà, c'est une technique comme une autre. En tout cas, ce qu'il faut apprendre, c'est le confort. Tout ce bloc de mise en route, c'est vraiment l'occasion de tester tous ces petits réglages qui vont vous libérer lors du marathon et progressivement dans toutes les sorties. Tous les petits machins qui gênent, ce sont des petits obstacles qu'il faut enlever. Alors, lors de cette mise en route, on peut aussi parler de la préparation mentale. De très intéressantes découvertes ont été faites ces dernières années dans le domaine des neurosciences qui sont très intéressantes pour les sports d'endurance et le dépassement de soi. Les sorties longues, c'est l'occasion idéale de se fabriquer des souvenirs positifs, de construire des connexions mentales valorisantes qui vont vous servir lorsque vous serez éventuellement dans le dur du marathon. C'est tellement fort que perso, j'en suis arrivé à oublier après chaque marathon qu'un marathon, ça peut être compliqué entre le 30 et le 40e kilomètre. Moi, je ne garde que des bons souvenirs de mes marathons. Mon épouse, qui m'a un jour accompagné en vélo, j'ai déjà raconté, au début que nous nous connaissions, me dit souvent, mais enfin, tu ne te rappelles pas au marathon, tu étais vraiment pas bien. Et honnêtement, j'ai bien quelques images de moi en difficulté, mais globalement, moi, j'ai un très bon souvenir des 65 marathons que j'ai courus jusqu'ici. Alors, comment se construire une image positive, une image mentale positive?
C'est un point très intéressant. Chacun son histoire. Moi, j'aimerais bien être dans la tête d'un d'un Jornet, pardon, ou d'un Mathieu Blanchère lors de leur finale de l'UTMB il y a quelques années, ou de Chloé Herbier lorsqu'elle bat le record de Belgique du marathon. Il est évident que ces athlètes ont des moments de difficulté. Mais moi, je pense qu'ils n'ont jamais de moments de doute. Enfin, c'est à nuancer, hein, il faudrait trouver vraiment les bons mots. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une différence entre prendre une difficulté et encaisser la difficulté. Et ce serait déjà un bond en avant énorme si, à l'occasion de ces sorties longues, vous pouviez aborder les difficultés que vous rencontrez, non comme de simples obstacles que vous savez que vous allez pouvoir surmonter. Par exemple, on a une petite douleur à un moment donné, ça peut arriver. Eh bien, ce qui est vraiment intéressant d'apprendre à faire, c'est de regarder sa petite douleur avec bienveillance, avec curiosité, presque comme on la regarderait de l'extérieur, et prendre conscience, déjà prendre conscience, fabriquer un chemin mental qui dit je ne suis pas ma douleur, elle est là, je l'observe, je l'évalue, elle me parle quand même la douleur, hein, je dois être à l'écoute, je dois quand même me rendre compte que si elle est trop grande, peut-être il faut marcher, peut-être il faut s'arrêter. Mais lors des sorties longues, j'apprends à être à l'écoute et en réponse positive. Et donc cet apprentissage va progressivement tisser des connexions et de la résilience et construire le marathonien ou la marathonienne que vous serez demain. Euh, Apprendre la douleur, la regarder, passer à travers, c'est vraiment un élément, la douleur ou les difficultés ou ce qui peut vous passer dans la tête, il y a des moments où on se demande ce qu'on fout là, eh bien, s'observer, regarder comment on réagit, passer à travers de tout ça, c'est vraiment très intéressant parce que plus on l'a fait, plus on a fabriqué une espèce de chemin de vache, comme ça, de techniques de contournement. Alors il faut évidemment rester quand même attentif, hein, parce qu'on ne peut pas que contourner, on peut être dans un déni construit des difficultés qu'on rencontre en marathon, mais on peut avoir déjà développé toute une série de stratégies alternatives dans cet exercice de préparation mentale qu'est l'observation de soi-même lors de micro-difficultés. Et lorsqu'arriveront de vraies difficultés dans le marathon, eh bien on aura des stratégies de résilience et de techniques pour passer à travers, et on ne subira pas bêtement, je dirais, les difficultés comme des trucs qui nous tombent dessus. On verra la difficulté, on la contournera, on l'évaluera et on prendra ce qu'il faut. Alors je finirai ce podcast avec la notion de micro-habitude que j'avais déjà introduite lors des podcasts pré-entraînement, une micro-habitude sur le chemin de la transformation vers une meilleure version de vous-même, hein, grâce au marathon, c'est un petit changement que vous introduisez, voilà, un petit peu tous les jours, mais un à la fois, dans votre mode de vie. Un micro-changement chaque semaine. J'ai parlé par exemple de faire 20 squats le matin. Ben voilà, c'est pas facile, mais si à un moment donné, votre petit moment, même si on fait 10, peu importe, mais faire quelques squats le matin, boire un grand verre d'eau avec du jus de citron, installer un rituel pré-démarrage et post-entraînement. Voilà, c'est celui que je vous suggère cette semaine. Avant de démarrer l'entraînement, prenez quelques minutes, quelques rotations, vous marchez 5 minutes, clac, vous attaquez l'entraînement. Voilà. Ça c'est la proposition de micro-habitude de cette semaine. Donc cette semaine, on installe le petit rituel de pré-démarrage. Petit rituel qui est à la fois bon pour le corps, mais qui va surtout progressivement vous habituer à passer du mode de la vie ordinaire au mode je suis marathonien. Et au niveau du cerveau, ça vous prépare aussi mentalement à être dans les conditions optimales pour bien courir. Alors, lorsqu'on est en route, on profite du paysage, on s'amuse, on va courir dans des endroits chouettes, si vous en avez l'occasion. Observez-vous, devenez marathonien, vivez marathonien, et à la limite, pour tous les actes que vous posez, je mange, je vais dormir, je choisis une activité plutôt qu'une autre, demandez-vous, qu'est-ce que je ferais si je suis marathonien? Micro-question passage, est-ce que vous avez déjà votre dossard pour le marathon? Car, comme je le rappelle dans un des tout premiers épisodes, acheter un dossard, c'est s'engager également dans la voie du marathon. À vos agendas, je rappelle, le dimanche 22 mars, 17 km en mode cool, 7 minutes 30, pour ceux et celles qui en auraient envie, petite sortie en groupe.
J'accompagnerai, pour ceux qui le souhaitent, à partir de l'entrée du château de la Hulpe, un 17 km en route, en groupe. Voilà. Entraînez-vous, allez courir. Le marathon, c'est comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. Bonne semaine.